pour former les prestataires de soins de première ligne à mieux accueillir et surtout mieux soigner les patients en situation de précarité. Donc, si c'est possible d'éteindre vos micros, on aura l'occasion de se parler dans des sous-groupes et j'y reviendrai tout à l'heure. Het thema is vanavond communicatie in de zorg, taal- en cultuurbarrières. Er zijn in Brussel ongeveer 192 verschillende nationaliteiten. En het gevolg daarvan is dat communicatie dikwijls een probleem vormt in de apotheek, bij de tandarts, bij de huisarts, bij de verpleegkundige, bij de vroedvrouw. En deze avond gaan we proberen te zien hoe op een goede manier die communicatie te verbeteren. Sommigen van jullie hebben daar alle gewoonten mee, anderen minder. En wij hopen dat u na vanavond een beter inzicht krijgt in de organisatie en ook in de manier van beroep te doen op die organisaties. Quelques grandes informations avant de vous présenter le déroulé. Donc, comme je l'ai déjà dit, il faut éteindre vos micros pendant les sessions. Il y a aussi l'enregistrement de cette formation que vous devez savoir qui aura lieu. Il y aura une occasion de répondre à vos questions, mais mettez vos questions dans le chat si c'est possible. Et alors, pour l'accréditation pour certains groupes, et j'y reviendrai avant la deuxième partie, il faut mettre son nom et son numéro dynamique dans le chat pour pouvoir avoir cette accréditation pour ce soir. Dus het verloop van vanavond, na een korte inleiding, is eerst Hans Verrept, die ik dadelijk het woord zal geven. Nadien een kort vraag en antwoord waar Alfredo van Brusano de vragen zal samenvatten. Nadien is er een heel korte pauze en gaan we in kleine groepjes uit elkaar. En die groepjesverdeling die gebeurt automatisch. Dans cette deuxième partie, donc on se retrouve en petits groupes. Vous devez simplement cliquer sur rejoindre mon sous-groupe. Et ensuite, il y aura 3 grandes présentations par différentes organisations. Et ça se terminera par les questions-réponses vers 21h20 et on termine vers 21h30. Dus om geen tijd te verliezen, geef ik het woord aan Hans Verrept. Hans Verrept is eigenlijk een man die al jaren achter deze thematiek staat, met hart en ziel zou ik zeggen, en ook met kennis. Hij staat aan de basis van het project interculturele bemiddeling, zowel in Vlaanderen als in Brussel, en dan nu al jaren in het FOD Volksgezondheid voor het project. Donc, Hans Verrept, auquel je donne la parole, est, comme j'ai dit, un des pionniers dans le cadre de la médiation interculturelle ici en Belgique, et il est aussi responsable de la traduction par vidéoconférence actuellement organisée par le fédéral. Il a aussi été à la base de l'organisation de la médiation interculturelle dans les hôpitaux au nord, au sud et au milieu de la Belgique. Hans, ik geef u graag het woord. Dank u wel, Louis. Merci, Louis. Je sais si c'est possible de montrer la présentation. Ok, merci. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité pour cette session que je trouve très importante et je vais essayer de vous donner quelques explications sur la gestion des barrières linguistiques et culturelles.
quelques aspects éthiques, quelques aspects pratiques qui sont plus importants. Encore, je pense, comme vous voyez, le PowerPoint est en néerlandais, mais il est aussi disponible en français. Et maintenant, moi, je vais le faire en français. Je vais vous expliquer le PowerPoint en français avec des slides en néerlandais. Je trouve que c'est toujours délicat de dire aux soignants qui travaillent tous les jours au quotidien dans une situation extrêmement compliquée, souvent dans les soins, de leur dire de ce qu'ils devraient faire. Hein. C'est très délicat, je trouve. Hein. C'est très facile de dire ce que les autres doivent faire quand on est confortablement assis à un bureau au SPF Santé publique. Et j'ai essayé de m'imaginer ou comment la situation est chez vous sur base de beaucoup de contacts, entre autres avec Louis Ferrand, mais aussi avec d'autres médecins et d'autres soignants, et de faire une présentation le plus pratique possible avec comme point de départ qu'il y a des bonnes solutions pour la problématique dont on discute aujourd'hui, mais que ces solutions sont très souvent pas disponibles et que souvent on va devoir utiliser des stratégies qui sont moins qu'idéales, mais qui peuvent quand même nous aider jusqu'à un certain niveau. Je vais commencer comme introduction très brièvement de vous donner quelques éléments et quelque part je pense que c'est très évident et que vous êtes conscient de ça, mais des résultats de beaucoup de recherches qui ont été exécutées dans de nombreux pays sur les effets de la barrière linguistique et culturelle pour les soins de santé. Et ce qu'on a constaté, entre autres, c'est qu'il y a un problème de diagnostic erroné quand il y a des barrières linguistiques qui ne sont pas résolues. Il y a un manque de connaissances du patient, de sa maladie et du traitement. Et lié à ça, souvent, il y a une problématique d'une faible compliance thérapeutique, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on a. On n'est pas très bien informé sur le traitement. Ce qui est bien décrit dans la littérature aussi, c'est que les soins sont reportés, hein, ce qu'on appelle en anglais le patient delay, que les personnes attendent de se rendre auprès du médecin ou d'autres soignants parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui pourrait l'aider pour communiquer ou parce qu'ils ont peur qu'ils vont pas être bien compris et que les barrières linguistiques et culturelles ont des effets importants, très importantes sur l'accès aux soins. Et ça, c'est particulièrement bien décrit pour les soins ambulatoires, par exemple, dans le domaine de la santé mentale, mais aussi au niveau de la prévention. Et maintenant, la crise du Covid nous a montré clairement qu'il y a un problème d'informer certains groupes, et c'est lié pour une partie, certainement aussi à la barrière culturelle et linguistique et d'autres facteurs sociaux. Je voudrais bien prendre le slide prochain, Jessie. Ouais. Ce qui a été bien décrit aussi dans certains pays et dans un nombre de recherches importants, c'est que les résultats des soins est souvent moins positif. Hein. Ça a été très bien décrit, par exemple, pour le traitement de maladies comme l'asthme ou le diabète, hein, que les patients n'arrivent pas à un niveau que la gestion de la maladie est suboptimale et que ça a des effets importants pour le patient à cause des barrières linguistiques et culturelles qui ne sont pas résolues. Ce qui a aussi été décrit, mais c'est moins important pour nous ici, je pense, c'est plutôt important au niveau politique, que si on ne peut pas parler avec le patient, on ne peut pas communiquer avec le patient, on fait plus d'examens qui coûtent souvent cher et qui sont désagréables pour le patient. Et comme ça, il y a aussi un aspect économique, je dirais. L'absence d'une bonne résolution de barrières linguistiques et culturelles mène à ce qu'on appelle dans la littérature des inéquités, des inégalités ethniques dans le domaine des soins de santé. La qualité et l'accès ne sont pas les mêmes pour tous les groupes ethniques différents. Et finalement, et pas sans importance, je pense, on constate que les droits du patient sont souvent moins bien respectés quand il y a des barrières linguistiques. Par exemple,
parce qu'on n'arrive pas à informer le patient, il n'est pas conscient exactement de sa maladie, il n'a pas pu donner son accord pour un traitement, il est moins bien informé. C'est un peu la problématique. Je voudrais aller au slide, au diapo suivant, ce sont les solutions. Quelles sont les stratégies possibles pour résoudre ce problème? Et je vais vous présenter une série de stratégies possibles. Je vais rentrer dans les détails pour ce que nous, on a à offrir à partir du SPF Santé publique. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que les autres orateurs vont présenter naturellement. Et je vais vous donner quelques conseils pour la pratique dans une situation, disons, idéale, où vous pouvez travailler avec un interprète ou un médiateur interculturel professionnel, mais aussi pour les situations où c'est le contexte est moins idéal. On peut aller au slide suivant. Mais la meilleure solution est naturellement de faire appel à un médiateur interculturel ou un interprète professionnel. Ça veut dire quelqu'un qui a été formé, quelqu'un qui a été testé, qui fait ça comme profession, qui est présent chez vous, par exemple dans le cabinet médical. Ça existe, il y a une offre relativement bien développée au niveau des hôpitaux qui est financée par les SPF. Il y a beaucoup d'hôpitaux où il y a des médiateurs ou des médiatrices interculturelles qui sont disponibles. Vous pouvez trouver la liste sur notre page web, intercult.be. Mais dans la première ligne, on voit que l'offre de médiateurs interculturels est très limitée actuellement. Il y a un nouveau projet qui vient de commencer qui est financé aussi par les SPF, avec 2 médiatrices déjà, je pense, qui ont été engagées, qui vont aussi faire une présentation et qui vont certainement rentrer plus dans les détails. Mais l'accès aux médiatrices, aux médiateurs interculturels sur site est vraiment limité dans la première ligne à Bruxelles. Heureusement qu'il y a des organisations comme le Foyer, qui vont essayer de résoudre les problèmes avec vous. Deuxième stratégie importante et qui fonctionne quand même très bien, ou qui peut fonctionner très bien, c'est la médiation interculturelle ou l'interprétariat social par vidéoconférence, où vous allez faire appel à une médiatrice ou à un interprète avec une connexion vidéoconférence, comme on l'utilise maintenant, même si dans le cadre du projet du SPF, c'est avec un outil un peu spécial. C'est un système qui fonctionne bien, il y a des évaluations qui ont montré ça, et nous avons développé au SPF un projet qui est gratuitement disponible pour tous les généralistes, pour les maisons médicales, en plus que 20 langues, et qui est aussi accessible gratuitement pour les hôpitaux et les services médicaux des structures d'accueil pour les demandeurs d'asile. Troisième stratégie possible, ce sont les interprètes par téléphone. Il y a aussi plusieurs offres dans la région de Bruxelles, en Flandre et en pays francophones, mais je suis certain que les autres orateurs vont en parler. Je vais très brièvement vous montrer quelque chose, donner une impression du système qu'on a développé au sein du SPF ensemble avec l'INAMI. C'est la médiation interculturelle par vidéoconférence et ça se fait par un outil, une application, un app qu'on appelle intercultbe.appspot.com. Et avec cette application, et je voudrais vous demander de montrer le slide suivant. Vous pouvez sélectionner une langue de source, comme on dit, une langue cible, ça veut dire la langue du patient avec qui vous n'arrivez pas à communiquer en néerlandais ou en français. Et vous pouvez cliquer sur le slide suivant. Et le système va automatiquement trouver une médiatrice ou un médiateur interculturel qui est disponible au moment dont quand vous avez besoin de cette personne, et un rendez-vous sera créé et vous pouvez, le moment venu, faire appel comme ça à cette médiatrice interculturelle. Prendre le slide suivant.
On a deux systèmes là-dedans. On a des langues qu'on appelle, qui sont offertes en permanence, et c'est un peu relatif. Ce que ça veut dire qu'il y a toujours un ou plusieurs médiateurs interculturels disponibles pour ces langues entre 9h et midi et entre 1h30 et 4h30. Et ça veut dire que l'offre est relativement large et qu'il y a beaucoup de chances que vous trouvez quelqu'un même au moment même, même si on donne un conseil quand même de prévoir d'avance une session avec un ou une de ces médiatrices. Vous voyez là les langues qui sont disponibles. Le slide suivant. Et il y a une série de langues qui ne sont disponibles que sur rendez-vous. Et c'est une liste qu'on vous montre ici. Pour ces langues, il sera nécessaire de faire une demande pour voir s'il y a quelqu'un qui est disponible et vous n'aurez pas une réponse automatiquement, immédiatement, comme c'est le cas pour les langues qui sont offertes en permanence. Slide suivant. Important pour la collaboration avec une médiatrice interculturelle, mais aussi avec un interprète, c'est que il est important que vous donnez la chance au médiateur ou à l'interprète de se présenter au début de l'intervention. C'est vraiment quelque chose de très important où le médiatrice ou l'interprète a la possibilité de dire que tout sera interprété, qu'il y a le secret professionnel qui doit être respecté et une série d'autres éléments qui sont importants pour éviter surtout que le patient, et c'est un problème qui se pose souvent, va raconter plein de choses à l'interprète ou au médiateur, mais avec le message supplémentaire que ce n'est pas l'idée que ça soit traduit. Et c'est pour éviter des appares, et ça c'est vraiment important. Autre élément important, c'est que il est bien de s'orienter vers le patient quand vous parlez avec un patient qui ne vous comprend pas, même si le patient ne vous comprend pas, mais de regarder le patient quand vous parlez comme si le patient comprenait ce que vous êtes en train de dire. Si vous allez dire au médiateur demande à monsieur si, ça mène à une communication indirecte qui n'est pas positive pour la création d'un lien entre le soignant et le patient. C'est pour ça que c'est vraiment important de parler comme si le patient vous comprenait et de ne pas tout le temps regarder l'interprète ou le médiateur. Dernier point très important, on a besoin de plus de temps quand on travaille avec un médiateur ou avec une interprète. C'est normal, il y a le temps de la traduction. Si il y a un grand stress, parce qu'il y a très peu de temps, ça a un effet très négatif sur la qualité, naturellement, de la traduction et ça ne va pas mener à une collaboration positive et optimale. Prochaine slide. Ce qu'on constate, et ça nous attriste un peu, c'est que les systèmes médiation interculturelle par vidéoconférence est très peu utilisé dans la première ligne à Bruxelles et en Wallonie. Pour vous donner une idée, à Bruxelles, en 2021, 134 interventions ont été demandées par la première ligne sur toute une année. En Wallonie, il y en avait 106 et en Flandre, il y en avait 2730. Ça, c'est pas normal, je dirais. Il y a relativement peu de maisons médicales qui font appel à ces systèmes. C'est dommage parce que je crois que ça peut vraiment vous aider. C'est gratuit et c'est facile à utiliser. Vous avez besoin d'un portable ou une tablette, vous avez besoin d'une connexion Internet et après ça, vous êtes en principe parti. Vous pouvez commencer à utiliser le système. Il y a aussi, si vous voulez avoir accès à ce système de médiation interculturelle par vidéoconférence offert par le SPF, vous pouvez envoyer simplement un mail à Dalila Boujar. On va vous donner toutes les infos qui sont nécessaires pour vraiment commencer à utiliser le système. Prochain slide. Je vous ai dit au début, très souvent, vous êtes obligé de faire appel à des solutions
qui sont moins qu'idéales, hein, pour résoudre des barrières linguistiques. Et ce qu'on voit dans la pratique, quand même, toujours beaucoup en Belgique et dans d'autres pays, hein, c'est qu'on va faire appel à des interprètes pas formés, qui n'ont jamais été testés, qui sont en principe pas des interprètes, hein. On parle de certains auteurs parlent en français d'interprètes sauvages, hein, ce que je trouve c'est un peu négatif comme terme, mais c'est un peu ça, hein. Ce sont des gens qui n'ont pas été formés. Ce sont souvent des collègues soignants, ce sont des dames de ménage, souvent des personnes qui travaillent dans la cuisine, d'autres patients, la famille du patient, des enfants dans certains cas, des connaissances ou des amis, mais souvent on ne connaît pas vraiment la relation avec le patient. Et il y a quand même beaucoup de risques associés à ces stratégies. D'abord, hein, les connaissances linguistiques de ces personnes n'ont jamais été testées et sont souvent, elles ne suffisent pas. Oui, on est sur le slide suivant, Jessie. Ouais, OK. Et ils n'ont pas les connaissances nécessaires, hein. Au niveau linguistique, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas la terminologie qui va être utilisée. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, les personnes issues de l'immigration, mais c'est vrai pour toutes les personnes qui parlent de différentes langues, connaissent certains domaines dans une langue et d'autres domaines dans l'autre langue. Par exemple, hein, la première interprète, qui était une interprète sauvage avec qui moi j'ai travaillé comme ethnologue, elle m'a dit après un certain temps que tout ce qui était maladie, elle le connaissait en néerlandais, mais pas en français, pas en arabe. Parce qu'elle me disait, j'ai appris ça dans le Flair, dans des revues, dans des émissions que j'ai regardées à la télé, mais pas en arabe, hein. Et c'est souvent le cas, que les personnes ne connaissent pas ils ne sont pas capables de faire de l'interprétariat parce qu'ils ne connaissent pas les fragments nécessaires des deux langues. Naturellement, quand tu n'as pas été formé, tu n'as pas de technique d'interprétariat. Et faire de l'interprétariat, c'est compliqué. Il faut mémoriser ce qui a été dit par une personne. Il faut reproduire le message dans une autre langue. Tout ça n'est pas évident. Et on constate qu'il y a beaucoup de manipulation d'informations par les interprètes pas formés, ce qui veut dire qu'ils vont laisser tomber certaines choses. Par exemple, les membres de famille vont souvent cacher un diagnostic très négatif, hein, pour leur maman ou quelqu'un de la famille, hein, ça a été très bien documenté. Et on voit aussi qu'il y a un manque de confiance souvent chez le patient qui va ne pas tout raconter, par exemple parce qu'il ou elle a peur, hein, que ces infos vont être partagées dans la communauté parce que l'interprète informel n'a pas de secret professionnel, n'a pas de code déontologique. Finalement, important, quand vous travaillez avec quelqu'un qui n'a pas été formé, et c'est aussi vrai naturellement pour quelqu'un qui a été formé, mais vous n'êtes pas dans la possibilité de juger la qualité de l'interprétariat qui a été fait. C'est normal parce que si vous en étiez capable, vous n'auriez pas besoin de l'interprète ou du médiateur interculturel. Suivant slide, s'il vous plaît. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce qu'on n'a pas le temps, je pense, mais on a, il y a longtemps, hein, fait une série de tests d'évaluation de personnes qui faisaient beaucoup d'interprétariat dans les hôpitaux et qui faisaient ça au moins une fois par semaine, hein, auxquels on faisait appel pour faire de l'interprétariat. Et on les a demandé de faire des jeux de rôle pour voir s'ils étaient vraiment capables de faire de l'interprétariat. Et les résultats étaient catastrophiques. La moitié des personnes qu'on avait testées, c'était une trentaine, ont arrêté au milieu du jeu de rôle parce qu'ils ont constaté qu'ils n'étaient pas capables de le faire. Et je vais vous simplement donner l'exemple. Là, vous avez regardez pour le mot en français, les fourmillements dans les mains et dans les pieds, c'était traduit par exemple comme mal dans les mains. Transpirer et tendance à s'évanouir, hein, c'était traduit comme fièvre et tendance à s'évanouir, et d'autres problèmes qu'on avait constatés. Dans beaucoup de cas, on constatait que ces personnes qui étaient dans certains cas des infirmières, hein, ou des infirmiers n'arrivaient pas à faire une traduction correcte, et que ça posait des problèmes pour la fiabilité du diagnostic. Et ce qu'on sait de la littérature dans le domaine, ça peut même poser des problèmes pour la sécurité du patient. Suivant slide, s'il vous plaît.
les résultats quand vous travaillez avec un interprète ou un médiateur, une interprète informelle, quelqu'un qui n'a pas été formé, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est vous ne savez plus ce que vous dites, hein, et vous n'êtes pas au courant de ce que le patient a voulu vous dire ou veut exprimer, hein, parce que vous ne savez pas ce qui est traduit. Et très souvent, les traductions sont très synthétiques par des interprètes informels. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas traduites. Et il y a aussi souvent une gestion un peu bizarre par les interprètes informels de ce que le patient essaye de dire, hein. J'ai vu des cas où une interprète informelle, par exemple l'enfant de la patiente, dit mais ça, le médecin, il ne veut pas savoir. Ça ne l'intéresse pas. Ce genre de choses qui mènent à une situation où la communication est certainement beaucoup moins qu'optimale. C'est pour ça qu'on devrait essayer de l'éviter. Mais c'est inévitable, et pour ça que j'ai mis quelques conseils sur le slide suivant. Si vous devez faire appel à un interprète, hein, c'est pas vraiment un interprète, mais à quelqu'un qui va essayer de franchir cette barrière de langue, cette barrière linguistique dans le contexte des soins, il est très important d'essayer de gérer le fonctionnement ou la contribution de cette personne qui fait ça avec les meilleures intentions, naturellement, hein, le plus que possible. Et je me souviens que c'était aux États-Unis qu'une fois, il y avait une interprète qui me disait quand le médecin est confronté avec, par exemple, un membre de la famille qui va faire l'interprétariat, souvent, et c'était une dame qui venait du Maroc, elle me disait, c'est comme s'il y avait ce qu'on dit toujours de nous, un fatalisme oriental qui prend le soignant, hein. Il accepte un peu tout. Et ce qui c'est important, c'est de demander à cette personne de tout traduire, hein, et de demander des explications si nécessaire. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on constate aussi. Quand la personne, hein, ne comprend pas parfaitement ce que vous avez dit, il y a tendance à simplifier extrêmement le message ou à laisser tomber des parties des messages qui n'ont pas été compris. Et on voit aussi très souvent que tout n'est pas traduit, hein. Vous posez une question, la patiente ou le patient va répondre et ça prend un certain temps. Et après, la traduction est mal au ventre. Ça, il ne faut pas accepter. C'est important d'insister, de demander de tout traduire, sinon vous n'êtes pas bien informé. Très important, naturellement, d'utiliser un langage très simple parce que ces personnes n'ont pas nécessairement des connaissances médicales. Ne pas accepter, ou le plus que possible éviter des apparts, hein, que par exemple l'interprète informel va parler avec la patiente ou avec le patient et sans vous dire ce qui a été dit, hein. Demandez ce qu'on appelle une transparence. Demandez à la personne dans ce cas qu'est-ce que vous avez dit, et comme ça vous avez un peu plus d'infos. Bien observer le patient ou la patiente, très important parce que quand il y a des erreurs dans la traduction, c'est dans la réaction du patient que vous allez peut-être le remarquer. Essayez aussi de prendre un nouveau rendez-vous avec un interprète ou un médiateur interculturel professionnel. Et très important, je pense, hein, être bien conscient du fait que un médiateur, un interprète informel n'est acceptable que pour des messages simples, hein, parce que sinon les risques sont quand même très élevés. Finalement, ce que vous avez certainement déjà vécu, je pense, hein, si vous travaillez avec un interprète ou un médiateur interculturel professionnel, il y aura des familles ou des patients qui vont vouloir éviter ça, hein. Souvent la famille aussi, souvent pour des mauvaises raisons, hein. La raison est souvent qu'on veut cacher certaines choses ou qu'on n'a pas confiance dans l'interprète. Ce sont des choses dont on devrait, dans ce cas, discuter avec la famille. Et c'est important comme soignant d'insister que vous voulez travailler avec quelqu'un de professionnel dans l'intérêt du patient. Alors, presque à la fin, une dernière solution qui est beaucoup, et il y en a d'autres, hein, mais que je voudrais brièvement présenter, c'est quelque chose qui devient de plus en plus populaire. Ce sont les applications que vous avez sur l'ordinateur, sur l'iPad, même sur les téléphones maintenant,
style Google Translate, Universal Doctor et ce genre de trucs qui peuvent vous aider pour traduire certains messages. Ça peut vous aider dans certaines situations où les messages sont très très simples, hein, c'est sûr et certain. Mais c'est absolument à déconseiller pour des messages complexes parce qu'il y a un manque, hein, de mécanismes de correction d'erreurs. C'est important quand un interprète ou un médiateur interculturel se trompe, il peut après rectifier ses erreurs. Ce genre d'outil ne le fera jamais, naturellement, parce qu'il n'est pas intelligent. Néanmoins, vous pouvez l'utiliser pour des messages très très simples. Et je dirais surtout, c'est possible de l'utiliser pour entre des langues occidentales qui sont bien standardisées. Moi, j'ai constaté que maintenant sur l'iPad, par exemple, il y a une application qui est donnée gratuitement, qui fonctionne vraiment, c'est étonnant, mais ça fonctionne fort bien entre l'anglais et le français. Mais par exemple, le système d'Universal Doctor qui est payant, qui a été créé aussi pour l'arabe dialectal, hein, mais on a fait des tests, on a constaté que ça fonctionnait bien en Espagne où les patients marocains utilisaient beaucoup de mots espagnols, mais que ça fonctionnait moins bien en Belgique parce que l'espagnol était moins intégré dans de l'arabe des Marocains en Belgique ou de beaucoup de Marocains en Belgique. Le plus grand écart entre les deux langues au niveau famille de langues, hein, il y a une sorte de similarité, de connexion entre les différentes langues, le moins bien que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'infos sur ces applications sur le site du projet Matchen. Hein. Vous voyez là aussi le lien. Prochain slide. Je voudrais, pour terminer, vous présenter 2-3 documents qui peuvent vous être utiles. On a écrit un guide pour la médiation interculturelle dans les soins de santé qui décrit bien, je pense, hein, les rôles, les fonctions du médiateur interculturel et comment le médiateur interculturel travaille. Ce guide, vous pouvez le télécharger sur notre site. Il existe en néerlandais, en français et bizarrement aussi en slovénien et en anglais. Mais les Slovènes l'ont traduit aussi pour l'utiliser. Il y a une publication qui n'est disponible qu'en néerlandais, qui est bien faite, je trouve, à laquelle on a aussi un peu collaboré, un guide, Gids voor taalbijstandsbeleid in het ziekenhuis, qui a été créé par Kom op tegen kanker, qui contient énormément d'infos que vous pouvez télécharger sur le site de Kom op tegen kanker. Et finalement, le dernier slide. Oui. Et je voudrais aussi vous faire référence à un texte que j'ai écrit il y a 2 ans pour l'OMS sur les rôles des médiateurs interculturels, l'importance des médiateurs interculturels et leur contribution aux soins, à la qualité des soins de santé, et qui contient aussi une section sur les différences entre l'interprétariat médical et la médiation interculturelle. Je voudrais vous vraiment encourager, si vous ne le faites pas encore, hein, de prendre contact avec nous, avec Dalila Aboujar, dont vous avez vu l'adresse email, hein, pour pouvoir avoir accès à notre système de médiation interculturelle par vidéoconférence, hein, qui, je crois, pourrait vous aider beaucoup dans votre travail quotidien. Je vous remercie. Et merci bien, Hans, pour cette conférence très, très claire et remplie d'expérience. Je passe la parole à Alfredo. Oui, merci également, Hans. C'était vraiment intéressant, cet éventail de solutions possibles et les points d'attention que je trouve complètement pertinents et intéressants pour les professionnels de mettre les choix d'un outil dans une pensée éthique aussi, dans un pensée de responsabilité vers la personne qu'on a là, et en même temps l'importance de maîtriser les limites et les atouts de l'outil qu'on utilise. Donc ça, voilà, merci. Je passe très très rapidement à expliquer la prochaine partie de la soirée qui va se
développer dans des discussions en sous-groupe, où on aura la possibilité de parler un peu plus dans le small talk, des discussions autour des cas pratiques. Cette partie va prendre un petit 25 minutes, donc on va se retrouver en plénière à 20h30. Normalement, vous n'avez rien à faire, donc tout devrait se passer automatiquement. Si jamais vous voyez un petit message qui demande de confirmer la participation à un sous-groupe ou ensuite de revenir à la plénière, voilà, il faut juste cliquer OK. On aura 2 groupes néerlandophones et 2 groupes francophones. Si donc là, vous allez vous retrouver sur la base de la préférence que vous avez donnée à l'inscription. Si jamais il y a des erreurs à ce sens-là, n'hésitez pas à le dire. Dans chaque groupe, il y a quelqu'un de l'organisation qui peut fixer le problème. Voilà. Tout de suite, je ne sais pas s'il y a des questions très rapidement ou mieux peut-être on les garde pour la fin. Sinon, on va se revoir dans les sous-groupes. Oh. Ja. OK. Est-ce que tout le monde est de retour dans le grand groupe? Is iedereen terug? Oui. Alors, on peut directement commencer avec les 3 présentations. De eerste presentatie wordt gegeven door Vera Tilzanovski en zij spreekt vanuit haar ervaring in het Huis van het Nederlands. Vera, je te donne la parole. Dankjewel. Jessie, ik ga denk ik mijn eigen presentatie delen. Als dat goed is voor jullie, ga ik even zelf de presentatie openklikken. Ik hoop dat dat werkt. 2 minuten. Oké. Voilà, zien jullie de presentatie? Ja. Ja, ik zie jullie knikken, super. Mijn naam is Vera Tilzanovski. Ik werk dus inderdaad voor het Huis van het Nederlands. En ik ga hier in 15 minuten proberen een beetje uitleg te geven over de verschillende hulpmiddelen die je kan inzetten om taalbarrières te overbruggen, hoe je een keuze kan maken voor een bepaald hulpmiddel en bij welke concrete diensten je dan terecht kan. Jullie horen dat ik Nederlands spreek. Nu, de presentatie is in het Frans, dus ik hoop dat het begrijpelijk genoeg is voor iedereen. Als dat toch niet zo is, als er iets niet duidelijk is, laat het dan zeker weten in de chat. Dan probeer ik het op een andere manier uit te leggen. Heel kort, wat ga ik in deze 15 minuten toelichten? Ik ga eerst een korte tool tonen die wij ontwikkeld hebben bij het Huis van het Nederlands. Dat is de communicatiegids voor hulp- en zorgverleners in Brussel. Dan ga ik het hebben over hoe maak je nu een keuze voor een bepaald hulpmiddel dat je kan inzetten. Welke concrete diensten en tools bestaan er allemaal? En hoe begin je nu aan het ontwikkelen van een bepaald beleid in jouw organisatie als het gaat over keuzes voor een bepaald hulpmiddel? Voilà. Ik begin dus bij de communicatiegids. Dat is een website, communicatiegids.be, en wij hebben die ontwikkeld voor hulp- en zorgverleners in Brussel, dus om taalbarrières te overwinnen. Je vindt onder andere informatie over wanneer kan ik nu Nederlands spreken met een bepaalde patiënt, hoe kan ik nagaan of die mij voldoende begrijpt, welke tools kan ik allemaal inzetten, wanneer gebruik ik welk hulpmiddel, etc. Die gids bestaat voorlopig alleen nog maar in het Nederlands. Oei, ik zie dat mijn presentatie verdwenen is. Ik ga even opnieuw delen. Nee, dat is niet gelukt. Ik ga nog eens proberen. Ja, nu zijn we er weer. Voilà, nu ga ik terug naar de juiste slide. Oké.
En die tool is dus gebaseerd op de communicatiewaaier die het agentschap Integratie en Inburgering heeft ontwikkeld voor Vlaanderen. Hoe ziet die website eruit? Ik heb een kleine screenshot genomen. Wij organiseren bij het huis ook regelmatig webinars over dit thema. Als dat jou interesseert, kan je daar regelmatig een kijkje gaan nemen om te kijken wat er op het programma staat. Alles wat ik in deze presentatie zeg, vind je ook terug op de site van de communicatiegids. Misschien niet onbelangrijk. Voilà. En dan het eerste belangrijke stukje. Wanneer gebruik je nu welk hulpmiddel? Daarvoor wil ik eerst eigenlijk een vraag aan jullie stellen. Ik heb hier een case voor jullie. Je mag dat even lezen. En mijn vraag voor jullie is eigenlijk, ja, wat zou jij doen in deze situatie? Dus het gaat mij niet per se om wat is nu het juiste hulpmiddel, wat is nu het beste hulpmiddel, maar wat zijn mogelijke hulpmiddelen die je zou kunnen inzetten om te communiceren met deze mevrouw. Ik geef jullie 1 minuut de tijd om het even te lezen en te antwoorden. Dat mag in de chat, in de chatbox. Ja, ik zie hier al iemand die voorstelt om beroep te doen op CETIS. Dat is dus de Sociaal Tolkendienst. Dat is inderdaad al zeker een hele goede optie in deze. Ik weet niet of er andere mensen zijn die aan andere opties denken. Ja, nog iemand die zegt CETIS, Brussel Accueil, inderdaad. Interculturele bemiddeling, ja. Telefoontolk, ja. Intercult, ja, inderdaad. Dus jullie denken al meteen aan het inschakelen van een professionele tussenpersoon, zoals een tolk of een bemiddelaar. Dat is zeker ook wat ik zou aanraden in deze situatie. Nu, de kwestie van wanneer zet je nu welk hulpmiddel in, dat is geen zwart-wit kwestie. Dat is een heel moeilijke vraag. En je kan niet op voorhand zeggen, in die en die situatie moet je dat en dat doen. Want dat hangt af van heel veel verschillende factoren. Waar bevind jij je? Zit jij in je kantoor of ben je aan het werk op de straat? Wat is het budget van jouw organisatie? Welke taal heb je nodig? Welke talen spreek jij? Welke talen spreekt de hulpvrager? Maar wij hebben bij het Huis van het Nederlands eigenlijk 2 kapstokken ontwikkeld die jullie moeten helpen om een bewuste en doordachte keuze te maken voor een bepaald hulpmiddel. En die kapstokken zijn gebaseerd op de aard van het gesprek, op de inhoud. We maken een onderscheid tussen simpele, eenvoudige gesprekken en complexe gesprekken. Wat zijn eenvoudige gesprekken? Dat zijn korte gesprekken die vaak geen belangrijke gevolgen hebben en waar een basiskennis van de taal vaak voldoende is om het gesprek goed te kunnen voeren. Denk aan een afspraak maken, iemand die zich komt aanmelden aan een balie. Dat zijn korte gesprekken. Wat kan je daar doen? Dit is dus de kapstok, dit zijn de verschillende opties en ons advies is eigenlijk dat je bovenaan begint, de eerste trap, en als dat niet mogelijk is, ga je altijd een stapje lager. Dus eerst ga je kijken, oké, spreekt die persoon misschien ook Nederlands? Ook al is dat maar een beetje, kan dat voldoende zijn om in zo'n context het gesprek goed te doen? Als dat niet lukt, kan je kijken, is er misschien een andere gemeenschappelijke taal? Misschien spreken we allebei Engels, misschien spreken we allebei Pools of Roemeens. Is dat niet mogelijk, kan je kijken, is er een collega die mij kan helpen, die dit gesprek even kan overnemen? Is dat niet mogelijk, kan je een telefoontolkendienst bellen. Er zijn diensten waarbij je geen afspraak op voorhand moet maken, dus die je zomaar kan opbellen. Is dat niet mogelijk, is de allerlaatste optie om te werken met wat we ook noemen informele tolken, een familielid, een kennis. Maar zoals Hans al heel duidelijk heeft uitgelegd, daar hangen risico's aan vast en dat is zeker iets dat we echt alleen maar als allerlaatste optie willen aanbieden. Voilà. Wat zijn dan complexe gesprekken? Dat zijn vaak langere gesprekken waar de gevolgen van belangrijk zijn en waar de basiskennis van de taal niet voldoende zal zijn om het gesprek goed te kunnen uitvoeren. Denk aan het uitleggen van medische informatie, een procedure, gesprekken die te maken hebben met psychosociaal welzijn. Wat zijn de opties die we daar aanraden?
Eerst kijken natuurlijk, misschien spreekt die persoon jouw taal perfect, Frans of Nederlands waarschijnlijk in dit geval, dan kan het in die taal. Is dat niet mogelijk, kan je op zoek gaan naar een andere gemeenschappelijke taal, wel wetende dat zowel jij als de persoon die taal goed moeten kunnen spreken. Als jij maar een beetje Frans kan, is het geen goed idee om dat gesprek in het Frans te doen. Als dat niet mogelijk is, raden we je aan om dus een professionele tussenpersoon in te schakelen, een sociaal tolk of een intercultureel bemiddelaar. Voilà. Dus dat zijn zo wat de opties die wij meegeven voor eenvoudige en voor complexe gesprekken. We hebben ook nog een derde kapstok voor wat we noemen urgente situaties. Dat zijn situaties waarbij je onmiddellijk actie moet ondernemen en waar er geen gemeenschappelijke taal is. Denk aan als jij in een praktijk werkt en er komt iemand binnen die heel emotioneel is, die misschien aan het roepen is, die heel boos is, met wie je niet meteen een gemeenschappelijke taal vindt. Wat kan je doen in zo'n geval? Dan kan je eerst op zoek gaan naar, is er misschien toch een gemeenschappelijke taal die wij spreken? Daar kan je ook een vertaalapp voor gebruiken om korte zinnen te laten vertalen. Je kan op zoek gaan naar een collega die jou kan bijstaan. Je kan ook proberen om een telefoontolk te bereiken. En in het allerlaatste geval, opnieuw, kan je op zoek gaan naar een familielid of een kennis die persoon bijvoorbeeld kan kalmeren. Wat je kan doen is vragen aan die persoon om iemand op te bellen, met wie jij dan zou kunnen communiceren. Maar opnieuw moet u heel goed opletten met de informatie die u deelt, natuurlijk, in zo'n geval. Voilà, dat is heel kort geschetst wat de mogelijkheden zijn, wat wij bij het Huis van het Nederlands, wat de tool die wij ontwikkeld hebben. 15 minuten is natuurlijk heel kort, maar je vindt dus al deze informatie ook op de site van de communicatiegids, als je dat nog eens rustig wil nalezen. Nu, stel dat je zegt, oké, ik ben op zoek naar een tolk, bij welke diensten kan je dan allemaal terecht? Ik geef hier een kort overzicht. Ik ga dat niet in detail overlopen, want jullie krijgen deze presentaties nog toegestuurd. Maar ik geef nu enkele voorbeelden. Intercultureel bemiddeling kan je terecht bij Foyer. Natuurlijk bij de dienst die Hans daarnet voorstelde, bij Athena. Sociaal tolken kan je terecht bij Brussel Onthaal, Brussel Accueil. Bij het Agentschap Integratie en Inburgering, als je in Vlaanderen werkt natuurlijk. En bij CETIS. Als het gaat over applicaties en vertaalsites, Hans had het er daarnet ook over. Google Translate is een heel populaire traduc met iTranslate, Reverso, DeepL. Ik verwijs ook graag naar dat rapport van het project Matchen, waar Hans het ook over had. Daar vind je een mooi overzicht van allemaal digitale tools die je kan inzetten. Een kleine tip die ik wil geven is om de brontaal van als je zo'n app gebruikt, in het Engels te zetten. Dus als jij je tekst ingeeft, als je Engels goed genoeg is, doe dat in het Engels, want dan zal de kwaliteit van de vertaling veel beter zijn. Maar hou er dus rekening mee dat die kwaliteit vaak beperkt is. Gebruik dat enkel voor korte, eenvoudige zinnen. Voilà. Ben je op zoek naar pictogrammen en beelden? Dat zijn ook zaken die jou heel goed kunnen helpen bij de communicatie. Trouwens, niet alleen bij mensen bij wie er een taaldrempel is, maar gewoon eigenlijk bij iedereen. Kan het helpen om pictogrammen en tekeningen zelfs te gebruiken. Ik geef hier enkele tools die je kan inzetten. Met Office 365 bedoel ik dus het Office-pakket Word, Excel, PowerPoint. Daar zitten ook pictogrammen in ingebouwd die best wel kwaliteitsvol zijn. Wel, één tip die ik nog wil meegeven als je beelden wil gaan gebruiken of pictogrammen. Toon dat eens aan een collega of een familielid van jou of een kennis en vraag, wat zie jij hierin? Want soms worden er pictogrammen gebruikt die misschien voor jou duidelijk zijn, maar niet per se voor een andere persoon. Dus check altijd even of andere mensen het ook op dezelfde manier begrijpen. Voilà, en dan nog een laatste reeks tools die ook heel belangrijk zijn om de taal van de hulpvrager te gaan identificeren. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet in een stad als Brussel. Zoals Louis al zei aan het begin van deze sessie, er zijn zoveel verschillende nationaliteiten. Het is niet altijd mogelijk om, als je een taal hoort, te weten over welke taal het nu gaat. Je hebt daar ook enkele tools voor om talen te gaan herkennen. CETIS heeft daar een tool voor. Je kan ook gebruik maken van de talenposter. Dat is een poster waar
alle talen in hun eigen taal en alfabet ook opgenoteerd staan. En Google Translate kan ook talen herkennen, maar ook opnieuw, dat is niet altijd juist. Hoewel ik moet zeggen dat de kwaliteit van Google Translate de laatste jaren wel zeer sterk gestegen is. Je moet natuurlijk wel rekening houden als je zo'n tool gebruikt dat talen verschillende dialecten hebben, dus dat niet altijd kan werken. Denk aan het Arabisch, maar ook het Nederlands heeft heel veel verschillende dialecten die bijvoorbeeld Google Translate niet altijd zou herkennen. Goed. Ik heb nu heel veel informatie op een korte tijd meegegeven. Ik hoop dat ik jullie kan inspireren en dat deze sessie jullie een beetje inspireert om binnen jouw praktijk, of als je alleen werkt binnen jouw werking, een beetje te werken aan doordachte en bewuste keuzes rond hulpmiddelen. En als je daar nu aan wil werken, hoe begin je daar nu aan? Ik geef een paar korte tips mee. Ten eerste is het belangrijk dat je binnen jouw organisatie werkt aan een taalbeleid en aan overeenkomsten, zodat iedereen eigenlijk op min of meer dezelfde manier gaat werken. Dus je kan je afvragen, wat zijn de afspraken rond budget? Hoeveel kunnen wij en mogen wij betalen aan intercultureel bemiddelingsdiensten of tolkendiensten? Maar ook als je een collega wil inzetten die meertalig is, wanneer kan dat, wanneer niet? Het gebeurt soms in organisaties dat één collega een veelgevraagde taal spreekt en dat die dan bij elk gesprek in die taal gevraagd wordt en totaal overbevraagd wordt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als je werkt in een Nederlandstalige organisatie, dan kunnen wij bij het Huis van het Nederlands jou helpen om zo'n taalbeleid te gaan ontwikkelen. Dus als dat jou interesseert, kan je mij zeker een mailtje sturen na deze sessie. Dan kunnen we kijken wat we voor jullie kunnen betekenen. Een tweede tip is om de diensten die jou kunnen bijstaan te leren kennen. Dus de diensten die ik daarnet overliep. Contacteer die diensten als je die nog niet kent. Wat is hun prijzenbeleid? Heb je een samenwerkingsovereenkomst nodig? Etc. Ook een tip is om altijd een overzicht van de verschillende mogelijke hulpmiddelen bij de hand te hebben. Je vindt zo'n overzicht op de communicatiegids, maar ook Brusano heeft een fiche ontwikkeld die je kan gebruiken, die ook in het Frans beschikbaar is. Leg dat ergens op je bureau, steek dat in je tas als je onderweg werkt, zodat je, als je twijfelt of als je even niet meer goed weet wat je moet doen in een bepaalde situatie, kan kijken, misschien kan ik beroep doen op een collega, misschien denk je daar op dat moment niet aan. Voilà. En dan tot slot natuurlijk niet vergeten om de patiënt te betrekken bij jouw beslissing. Als jij wilt werken met een tolk of een bemiddelaar bijvoorbeeld, moet die persoon natuurlijk akkoord gaan. Is het heel belangrijk dat jij goed uitlegt wat de bedoeling is en dat die persoon zich bijvoorbeeld ook moet houden aan een deontologische code. Dus ik herhaal nog eens mijn eindboodschap. De keuze voor een bepaald hulpmiddel is geen exacte wetenschap, maar je kan wel proberen om voor elke situatie goed na te denken van wat is hier nu de beste mogelijkheid en daar binnen jouw organisatie ook afspraken rond te maken. Voilà, het was kort, maar ik hoop dat jullie er toch wat aan gehad hebben. Heel hard bedankt voor jullie aandacht en misschien tot straks in een van de breakout sessies. Ja, Vera, het was niet alleen kort, maar het was heel goed, didactisch, perfect. Dank je wel. Ik geef nu het woord eerst aan Hamida Shiki van de Foyer. Je donne la parole à Hamida pour expliquer l'interprétariat ou plutôt la médiation interculturelle. Elle est là au foyer depuis, je crois, toujours, 30 ans, je crois que je la connais. Et je suis sûr qu'elle nous donnera des informations très pertinentes. Aan u het woord. Ja, bonsoir, goedenavond iedereen. Ik ga dat samen doen met mijn collega Anne. We hebben ook een presentatie, een PowerPoint-presentatie, maar ik wilde wel eventjes aan Vera nog zeggen. Ik zie de telefoonnummer van de foyer dat die niet klopt. Dat is 02 410 75 81. Ik zal het aanpassen. Sorry. Ja, ik zie ook een vraag van een collega, van een zeker meneer Kadou, Amira Kadou, pardon.
une dame, je crois. Combien coûte ces services? Gaan we dat later ieder vanuit zijn eigen dienst doen of hoe doen we dat? Pour la facturation van de foyer factureert nooit naar de patiënten. We werken ook altijd steeds met hulpverleners, omdat wij vanuit gaan, het zijn de hulpverleners die de patiënten niet begrijpen en wij factureren altijd naar de patiënt, naar de hulpverleners toe. Ja, ik denk dat ik denk, zoals je het gedaan hebt, ik denk dat iedereen die nog aan de beurt komt eventjes moet vermelden wat de kost is. Gewoon, heel kort. Ja. Ja, ik ga dat dan straks geven als ik... Voilà. Anne, gaat jij beginnen? Oké. Ik kan inderdaad beginnen. Misschien nog eventjes terug naar de vorige slide. On peut recommencer avec la première... Oui, oké, merci. Dus ik ben samen met Amida Chiki coördinatrice van de dienst interculturele bemiddeling van de foyer VZW. En we willen eigenlijk focussen op 3 aspecten van interculturele bemiddeling. Dus wat is het eigenlijk, interculturele bemiddeling? Het heeft een aantal verschillende aspecten. Ten eerste is het taalbijstand, dus er wordt getolkt om de communicatie te bevorderen tussen een patiënt en een hulpverlener. Maar er is ook een heel belangrijk preventief luik, informatie geven en mensen voorlichten in de moedertaal. En tenslotte willen we ook ingaan even op het luik van de meervoudige partijdigheid, zoals we dat noemen, van de intercultureel bemiddelaar. Dus eigenlijk de intercultureel bemiddelaar, of ICB, als partner van zowel de professional als de patiënt. Oké, on passe à la suivante. Dus de communicatie bevorderen, wat wil dat zeggen? Dat wil in eerste instantie zeggen tolken, vertalen. Dus wat er gezegd wordt, letterlijk vertalen in de moedertaal. En dat uiteraard gebonden aan het beroepsgeheim en met de nodige opleiding vooraf. Dus alle bemiddelaars hebben ook een opleiding daarvoor genoten om te kunnen vertalen en tolken. Maar wat komt er nog extra bij een intercultureel bemiddelaar, wat een tolk niet zal doen, normaal gezien? Dat is het verduidelijken van een aantal culturele elementen als het nodig is. Dus op momenten waarin de cultuur een communicatieprobleem kan opleveren, gaat de intercultureel bemiddelaar een toelichting geven. En gaat dat ook zeggen. Hier ga ik iets toevoegen van culturele informatie. En gaat daarbij ook altijd rekening houden natuurlijk met de leefwereld van die patiënt en zijn of haar concrete situatie. Dat is ook heel belangrijk. Dat heb ik ook gezegd in de aparte groepjes. Dus niet alles is cultuur of is niet elk misverstand of elk communicatieprobleem heeft ook een culturele achtergrond als het iemand is uit een andere cultuur. Ook wel belangrijk. Ook andere aspecten om de communicatie te bevorderen is veel gebruik maken van visuele ondersteuning, waarbij dat de intercultureel bemiddelaars ook wel advies geven. En ze kunnen ook advies geven, gebeurt ook regelmatig over, dus bij bijvoorbeeld enquêtes, surveys die gedaan worden, om ervoor te zorgen dat de vragen op een zo toegankelijk mogelijke manier geformuleerd zijn. Want vaak zitten er in enquêtes bepaalde addertjes onder het gras, dingen die toch verkeerd begrepen worden of niet begrepen worden door mensen met andere culturele achtergronden, ook al verstaan zij de taal wel vrij goed. Maar dus om die zo toegankelijk mogelijk te maken, wordt er soms ook een beroep gedaan op onze dienst. En dan hebben we nog een lijstje daar van de verschillende talen die ter beschikking zijn bij Foyer. Nu, we hebben maar een aantal talen. Het zijn wel belangrijke talen van grote groepen die in Brussel aanwezig zijn. Natuurlijk zijn er nog altijd talen waarvoor men een beroep doet op ons, maar die we niet in ons aanbod hebben.
En in dat geval verwijzen wij ook door naar bijvoorbeeld ja, Sociaal Vertaalbureau of andere instanties. Dus tot zover voor de communicatie. Wat de preventie betreft, dat is ook een heel belangrijk luik in onze werking. In sommige gevallen zullen de intercultureel bemiddelaars ook informatie geven aan een bepaald doelpubliek in de moedertaal van het publiek. En dan brengt men een aantal mensen samen rond een bepaald thema. En dan is er een expert ter zake, dat kan een diëtist zijn, een arts of wie dan ook, die een presentatie geeft, een infosessie geeft. En dan is er een intercultureel bemiddelaar ter plaatse om te vertalen in de moedertaal. Op die manier bereikt men ook groepen die anders soms heel moeilijk met die informatie te bereiken zijn. En wat betreft meertalige voorlichting, heeft onze werking in 2021 echt in thema gestaan van onze vaccinatiepermanentie. Dus dat was een permanentie georganiseerd bij Foyer voor mensen die moeite hadden met het online aanmelden voor vaccinatie, het begrijpen van alle informatie die ze kregen enzovoort. Dus toch 1000 mensen die daar gepasseerd zijn in 2021. Ik ga nu misschien het woord geven aan mijn collega Hamida, om ook nog een ander project toe te lichten. Ouder worden in je buurt, ook een belangrijk preventief project. Ja, als wij gezondheidsvoorlichting, wij geven dat nooit alleen. Hè. Het is altijd op vraag van een hulpverlener. Wij kunnen wel thema's ook aan bod laten brengen. Maar van sinds 2004 hebben we een project van ouder worden in je buurt. En de bedoeling is dat een informatiepakket hebben wij voorbereid samen met Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Limburg. En Antwerpen, Limburg en Gent. En dat is een pakket dat afgestemd is naar de senioren toe, om informatie te geven over alle diensten die de noden en de behoeften af te stemmen. Om ze beter kennis te maken met wat er allemaal bestaat in hun buurt, als ze oud hier willen worden en wat bestaat er, want we hebben ook gezien dat zowel de hulpverleners sommige senioren niet bereiken en omgekeerd. En dat is een project van 6 weken aan een stuk. En het kan taalgebonden zijn, maar we kunnen het ook met verschillende groepen ineens doen. Er is ook altijd een bemiddelaar aanwezig. En het wordt altijd voorbereid met de hulpverleners erbij. Dus elke gezondheidsvoorlichtingpakket dat wij geven, wordt voorbereid samen met de hulpverlener en wordt eigenlijk ook het materiaal aangepast. Waarom? Gewoon heel visueel. En we kijken ook bij de voorbereiding kijken we ook duidelijk naar de kennis van de doelgroepen waar dat we mee gaan werken. Ik kan een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, we hadden een Russische bemiddelaar. Maar als je dan de doelgroep gaat halen, we hebben dan Russische mensen die niet hoog opgeleid zijn of heel laag geletterd. Maar je hebt ook mensen die heel hoog opgeleid zijn. Het materiaal dat we dan gaan gebruiken, gaan we echt specifiek aanpassen. Bijvoorbeeld aan mensen die laag geletterd zijn, gaan we veel meer visueel materiaal gebruiken. En terwijl dat een hoogopgeleide Russische doelgroep bijvoorbeeld, gaan we ander materiaal dan ook voorbereiden. Want als je die mensen samenzet, laaggeletterde en hooggeletterde, je ziet dat dat ook dan niet werkt. We gaan altijd kijken wie is onze doelgroep en hoe gaan we die informatie geven. We bereiden dat voor met de hulpverleners en dan geven we de vorming ook samen en dan nadien is er een nabespreking. Zo hebben we verschillende vormingen al gegeven door de jaren heen, ook naar de apothekers toe. Vooral tijdens de maand van de Ramadan weet je dat de moslimpatiënten zich hun medicatie ook soms moeten aanpassen. En dan hebben we een aantal vormingen ook gegeven, bijvoorbeeld aan de apothekers zelf, hoe dat ze met bijvoorbeeld mensen die nog de Ramadan volgen, hoe dat ze daar informatie kan aangeven. Maar ook aan de
islamitische patiënten bijvoorbeeld, wat is belangrijk bijvoorbeeld als ze dan bijvoorbeeld toch willen vasten, met wat dan moesten rekening houden en dat ze dat toch moeten ook bespreken met hun huisarts, bijvoorbeeld diabetische patiënten. Normaal mogen die niet vasten, maar je ziet toch altijd mensen die dat nog willen doen. Dus wij proberen die mensen toch te overtuigen om toch met hun arts daarover te spreken. Wat wij ook doen, dat is enquêtes aanpassen aan de doelgroepen. Want als soms een arts afkomt, en ik zie dat ook bijvoorbeeld met mensen die nu in dementie zijn, als ze dan bijvoorbeeld testen moeten afleggen, bepaalde interpretaties van bepaalde testen bestaan ze gewoon niet, omdat ze ook meer met seizoenen werken. En dan zie je eigenlijk dat ze hun punten niet behalen om een erkenning te krijgen, bijvoorbeeld voor bepaalde behandelingen. En zo proberen de bemiddelaars toch, ze krijgen ook altijd een vorming in verband met die thema's. Voilà. Dus ga ik het stoppen bij preventie. Peut-être la prochaine dia. Ja, Hamida, doet je dan ook verder? Misschien over ja. Toch wel belangrijk ook voor- en nagesprek? Ja, dat voor- en nagesprek is wel heel belangrijk. Wat voor ons wat belangrijk eigenlijk is, dat de boodschap te goed overkomt en dat dat overgebracht wordt. En de verwachtingen op elkaar afstemmen. En dat is vooral in een voorgesprek, gaat de bemiddelaar zien van wat verwacht de hulpverlener. Moet ze duidelijk alleen maar tolken, zoveel mogelijk letterlijk vertalen, dat het hier genoemd. Of wachten ze, welke elementen kunnen... ze gaan ook bepaalde dingen ook afspreken. Bijvoorbeeld als een bemiddelaar culturele duiding wil aan toevoegen, dat kan ze doen tijdens een gesprek, maar het kan ook in een nagesprek. Als ze tijdens een gesprek gaat doen, dan gaat ze haar hand omhoog plaatsen en ze zeggen, kijk, ik ga hier iets aan toevoegen. Als ze het zien, bijvoorbeeld bij een spreuk of een gezegde, als die dan vertaald wordt, of moet hertaald worden, dan zijn het de woorden van de bemiddelaar die eigenlijk de betekenis geeft aan die spreuk en die gezegde. En dan is het wel belangrijk om het verschil te weten, wat komt er van een patiënt en wat komt er van een bemiddelaar. Emotionele ondersteuning. Wij zien ook dat heel wat patiënten, het feit dat ze de taal niet kennen en als ze dan een bemiddelaar zien, beginnen ze toch ook altijd, komen ze naar een bemiddelaar en gaan we ook altijd eerst luisteren. Het belangrijkste is dat ze altijd bij ons toe kunnen komen. En dat kan bijvoorbeeld via een consultatiebureau, dat er een moeder is. Maar als we zien dat die vrouw elke keer terugkomt, we gaan luisteren, we gaan die ook overtuigen om ze te kunnen doorverwijzen, maar altijd ook met hun toestemming. En dan gaan we ook proberen te zeggen, van, kijk, wij gaan ook mee, eventueel als de hulpverlener dat goed vindt, om de eerste keer bij u aanwezig te zijn en dat wij dan eventueel een bemiddeling kunnen, mogen erbij zijn om te vertalen of te bemiddelen eigenlijk. Wat belangrijk is, en ik denk dat dat toch wel belangrijk is om en dat is ook in een nagesprek, om eens te kijken dat het niet alleen maar culturele elementen zijn, en dan gaat het vooral over de leefwereld van een patiënt of van een cliënt. Waarom is die geëmigreerd? Het proces, hoe dat proces is verlopen, de rollenpatronen die veranderd zijn, dat je die elementen moet mee kunnen opnemen en meestal is dat belangrijk om mee op te nemen in een intake of in een anamnesegesprek. Want het zijn niet altijd maar culturele elementen die de problemen met zich meebrengen. Het zijn vooral ook het processen die daarvoor of daarna gebeuren eigenlijk. Iemand die bijvoorbeeld van een hoogopgeleid is van het land van herkomst is, die naar hier gekomen is en die een totaal andere job krijgt, met heel wat frustraties, dat zijn frustraties, maar als je daar zich niet kunt op focussen, dan gaan we eventueel een andere diagnose vaststellen. Amita. Ja? Ja, we zitten met tijdsgebrek. Ja, kan sorry, jij afsluiten en aan het woord doorgeven aan de mensen van Athena? Oké.
Ik wil nog heel kort pleitverzorging en meervoudig partijdigheid. Het is vooral het bevorderen van vertrouwen in de kwaliteit van de relatie tussen de hulpverlener en de patiënt. De hulpverlener helder informeren over de gezondheidstoestand en de zorg die hem voorstelt. Maar de patiënt moet ook alle informatie verstrekken, zodat de hulpverlener vereist is om de medische zorg te kunnen verlenen. Dus de erkenning, rechten en plichten van de patiënt en hulpverlening, maar ook een goede werkrelatie opbouwen. Dus dat is heel kort. Als er vragen straks zijn, dan ga ik er verder op in. Ça va? Ja, misschien nu het woord aan Mariana en Yusra. Ja. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Yusra, je suis médiatrice interculturelle dans le nouveau projet qui a été mis en place par le SPF Santé publique en collaboration du Centre Athéna et de la Maison médicale de Malbec. Donc voilà, c'est un projet qui est mis en place à disposition de tous les services de soins de santé de première ligne, qui met à votre disposition de médiatrices interculturelles, donc moi, qui parle l'espagnol et l'arabe, et ma collègue Mariana, qui parle le roumain. C'est un service complètement gratuit. Et donc, l'objectif justement de ce projet est de faciliter la communication entre le professionnel de la santé et le patient afin de réduire les barrières linguistiques et culturelles. Je laisse ma collègue Mariana continuer. Donc, nous intervenons en présentiel, donc à la demande des professionnels de santé, par téléphone et par vidéoconférence. Donc, vous pouvez nous contacter pour les prestations par déplacement et pour les prestations en vidéoconférence en ligne sur Progenda. Et alors, si vous avez besoin, éventuellement, si vous êtes un jour coincé pour une prestation urgente, donc, vous pouvez nous contacter directement par téléphone. Vous avez nos coordonnées, donc nous allons transmettre également toutes les informations avec plus détaillées via lesquelles vous pouvez nous contacter à Jessie à la fin de cette présentation. Donc, nous avons choisi d'illustrer notre pratique professionnelle en vous présentant 4 exemples d'intervention dans le cadre de la médiation interculturelle. Ce sont des exemples qui vous donneront un petit aperçu de notre rôle. Donc, je te passe la parole, Yusra. Merci. Donc voilà, le premier exemple concerne une intervention dans la situation d'un jeune MENA qui s'est présenté au centre Athéna pour des soins de plaie. Donc l'infirmière fait tous les soins nécessaires pour le jeune et donc ensuite elle lui propose une orientation vers un abri puisqu'il allait dormir dans la rue. Et donc à ce moment-là, lui, ce petit jeune, il refuse complètement. Donc on essaye de comprendre et bien sûr, on ne voulait pas le laisser dans la rue ayant l'âge qu'il avait. Et donc, voilà, on essaye de comprendre. Donc, l'infirmière essaye de comprendre son parcours et on comprend qu'il passe par l'Espagne et qu'il a été dans des centres d'accueil en Espagne. Ayant vécu en Espagne, je connais très bien l'isolement des centres d'accueil pour les jeunes MENA en Espagne. Donc, généralement, on se trouve dans la campagne, très loin de la ville. Et donc, voilà, je comprends mieux pourquoi il ne veut pas être pris en charge par une organisation ici en Belgique pour avoir un abri. Et donc, à ce moment-là, je lui fais comprendre et je lui dis que ici, il allait être il allait partir dans un hôtel qui se trouve vraiment en pleine ville, qu'il n'allait pas se trouver très, très loin de la ville ou bien dans la campagne ou quoi que ce soit. À ce moment-là, donc son avis change complètement et donc le fait d'avoir donné cette information, ça lui a rassuré et ça a débloqué la suite de la situation. Donc ça, c'est un de mes premiers exemples. Et ensuite, j'ai un deuxième exemple en tant que médiatrice qui concerne l'intervention dans le cadre d'un suivi psy. Durant l'entretien, la patiente fait référence, fait référence à des représentations culturelles religieuses pour expliquer son état psychique ou son état de santé. Et donc, en tant que médiatrice, j'ai dû faire appel à du décodage
culturel afin d'expliquer au psy à quoi fait référence la patiente. Et donc, par exemple, la patiente, à un moment donné, relie ses pensées positives à des représentations religieuses que le psy ne comprend pas beaucoup. Donc, à la fin de la prestation, je reste quelques minutes avec le psychologue et donc je lui explique que certaines personnes, pour apaiser leur mal-d'être, elles invoquent Dieu avec des suppliques, avec des invocations, et donc afin de se sentir plus soulagées. Et donc là, le psychologue comprend mieux la communication avec la patiente. Et donc là, je laisse à ma collègue continuer avec les deux autres exemples. Merci. Est-ce que vous voulez changer les slides? Avancer, s'il vous plaît. Le slide suivant. Normalement, il est avancé. Il faut peut-être que la connexion se... Ok, ça va, pas de souci. Bon, donc moi, je suis médiatrice interculturelle pour la communauté roumaine. Je dis bien la communauté roumaine parce que actuellement, la communauté roumaine, donc, elle vient de Roumanie, de Moldavie et d'Ukraine. Donc, vous le savez sans doute, c'est une des communautés la plus importante actuellement sur Bruxelles. Donc, dans mes interventions en tant que médiatrice, donc, j'ai choisi un exemple qui concerne l'intervention dans la consultation médicale pour un enfant en bas âge. Donc, la famille, comme beaucoup de familles d'origine roumaine actuellement, vit à la rue. Et donc, j'avais rencontré la maman avec l'enfant avant de rentrer en consultation chez le médecin. Je l'avais rencontré avec l'assistant social pour la demande de la carte médicale. Et là, j'avais pris connaissance du fait que la famille vivait à la rue. Donc, pendant la consultation, le médecin a prescrit à l'enfant un aérosol. Donc, madame ne savait pas ce que ça voulait dire, l'aérosol. Donc, tout de suite, je me suis rendu compte qu'elle allait être dans l'impossibilité de pouvoir administrer le traitement à son enfant parce que vivant à la rue, quand je dis à la rue, ça veut dire des baraquements que les gens construisent soit aux abords des forêts, soit dans les parcs autour de Bruxelles. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas accès ni à l'eau potable, ni à l'électricité. Donc, le fait d'attirer l'attention aux médecins sur les conditions de vie de la famille a permis lui a permis de prendre connaissance de la précarité dans laquelle la famille vivait, et puis de prescrire un autre médicament à l'enfant. Le dernier exemple que je vais donner ici donc, concerne aussi l'intervention dans une consultation médicale pour une personne illettrée. Le médecin avait prescrit un traitement et donc il expliquait à la personne la manière dont il fallait le prendre. Pendant la prestation, donc en traduisant à madame, je me suis rendu compte qu'en fait, elle ne comprenait pas ce que le médecin disait ni ce que moi je lui expliquais. Et je lui avais, sachant que c'était une dame d'origine rome, sachant que beaucoup de familles d'origine rome, beaucoup de personnes d'origine rome sont illettrées, donc j'avais posé la question à la dame pour savoir si elle savait lire et écrire. Effectivement, elle ne savait pas et puis elle m'avait demandé, écoutez, est-ce que vous pouvez demander au médecin de m'expliquer avec des mots simples pour que je puisse comprendre. Et donc, j'avais demandé à la dame si elle avait quelqu'un dans son entourage qui puisse lire si jamais j'écrivais, je traduisais et j'écrivais sur un bout de papier en caractère imprimé en roumain les explications du médecin, si quelqu'un pouvait l'aider. À ce moment-là, elle m'a dit qu'elle a dans sa communauté des gens qui savent lire et écrire. Donc, j'avais proposé au médecin qu'on transcrive ensemble les recommandations quant au traitement que madame, elle devait prendre. Et donc, j'avais écrit pour madame en roumain pour qu'elle puisse se faire aider par quelqu'un dans sa communauté. Donc, ça a permis à la personne d'avoir une information correcte afin qu'elle puisse être aidée au quotidien par quelqu'un de sa communauté. Donc, voilà, ce sont les 4 exemples concrets que nous avons choisis pour vous présenter afin de vous donner un petit aperçu non seulement du rôle de l'interprète, mais du rôle du médiateur, de l'importance que celui-ci a dans la communication entre le personnel de santé et les patients. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, merci bien,
à vous toutes les deux pour cette communication autour de sujets et de consultations très concrètes. Je vais passer la parole parce que le temps court à Nicolas du CETIS et également à Vanessa de Brussel Onthaal. Oké, dankjewel. We gaan kort onze beide diensten voorstellen, ook ons aanbod. Dus de Brussel Onthaal is de Nederlandstalige sociaal tolk- en vertaaldienst van Nederlandstalige en bicommunitaire diensten gevestigd in Brussel. Brussel Accueil is de Franstalige sociaal tolk- en vertaaldienst voor Franstalige diensten in Brussel. En dan is er natuurlijk ook collega Nicolas van CETIS Bruxelles. Ik geef jou het woord. Voilà, le CETIS Bruxelles, le service de traduction et d'interprétation en milieu social bruxellois. Comme vous l'aurez compris, nous sommes un service francophone uniquement. Voilà, alors l'offre que nous proposons, et donc cela s'applique aussi bien au CETIS Bruxelles qu'à Bruxelles Onthaal et Bruxelles Accueil. Ce sont des interprétations par déplacement, par visioconférence ou par téléphone. Nous proposons également des services de traduction écrite de manière plus ponctuelle. On va dire que ce n'est pas le plus gros de notre travail, mais c'est toujours possible. Vous pouvez nous consulter et nous demander des informations. Les secteurs dans lesquels nous intervenons, ce sont, donc vous le voyez, ceux de la santé, de l'intégration, des services publics, l'asile, juridique, etc., etc. Voilà, vous avez l'ensemble des secteurs. On couvre un panel très large, tout ce qu'on appelle le non-marchand, à savoir les services publics et associatifs bruxellois. Pour s'inscrire auprès de nos services, c'est très simple. Donc, vous pouvez le faire pour Bruxelles Onthaal et Bruxelles Accueil via le site, donc un formulaire d'inscription. Et pour le CETIS Bruxelles, en écrivant à l'adresse relation.extérieur@cetisbxl.be. Donc, c'est moi qui reçois ces mails et qui les traite donc pour les nouvelles inscriptions. On vous conseille vivement, que ce soit auprès de Bruxelles Onthaal ou Bruxelles Accueil ou au CETIS Bruxelles, de réserver une formation ou une séance d'échange avec nous avant de commencer la collaboration. Ça permet vraiment, d'un point de vue institutionnel, de bien comprendre les enjeux de l'intervention de l'interprète au sein de votre institution. Vanessa, je te passe la parole. Dankjewel. Graag de volgende slide. Ja. Dus welk type gesprek, je hebt telefoontolken, webcamtolken, tolken ter plaatse, kan me inbeelden dat voor jou als hulpverlener niet zo eenvoudig is om te weten wanneer moet ik nu welk type tolk inschakelen. We hebben daarvoor een paar richtlijnen die jullie misschien wel kunnen helpen. Telefoontolken is bestemd voor korte gesprekken. Wij plakken daar een limiet op van rond de 20 minuten. Voor gesprekken waarbij het non-verbale niet belangrijk is, want je mag niet vergeten, de tolk ziet niemand, de patiënt of jij ziet de tolk ook niet, dus als dat niet belangrijk is, kan dat perfect via telefoontolken. Gesprekken waarbij dat er geen documenten moeten worden ingevuld of ondertekend worden. Eenvoudige gesprekken, waar het gaat over feiten van kijk, je hebt die dag een afspraak bij die persoon op dat adres om dat uur. Zeker geen emotionele gesprekken en natuurlijk in situaties van hoge nood. Er is een probleem, er moet snel gecommuniceerd worden, dan gaat dat het snelst via telefoontolken. Dan heb je webcamtolken, voor gesprekken die al iets langer duren, van 30 minuutjes tot een uur. Waarbij het non-verbale aspect toch wel belangrijk is, dat je zegt van ik wil toch wel die persoon kunnen zien, het is belangrijk dat de tolk die persoon kan zien. Overschat het ook niet, want via het scherm, je ziet de mensen wel, maar er gaat van het non-verbale toch ook nog wel wat verloren. Gesprekken waarbij dat er documenten moeten worden uitgelegd, toegelicht worden, die moeten ondertekend worden. Je kan die delen op het scherm, je kan die tonen. Al wat ingewikkelder gesprekken, emotionele gesprekken, kan via webcam. En dan ter plaatse zou ik zeggen, ja, voor gesprekken die toch al wat langer duren dan een uur, 2 uur en zo verder. Het non-verbale aspect is heel belangrijk. Je wil kunnen zien hoe dat die patiënt reageert, zijn houding, etc. Documenten die je moet uitleggen, die je moet invullen, die moeten ondertekend worden.
ingewikkelde gesprekken, of slecht nieuwsgesprekken, emotionele gesprekken en gesprekken ook met meerdere personen of permanenties zouden we aanraden om toch wel een tolk ter plaatse te vragen. Nu natuurlijk, dit zijn alleen maar richtlijnen. Dat kan jou een tip geven van welk soort tolk te vragen, maar natuurlijk hangt alles af van de situatie, van wat mogelijk is op het moment en van wat iedereen wenst. Ik had daar straks in de groep het voorbeeld, het kan zijn dat die patiënt zegt van ik wil niet dat er een tolk mij ziet of ik wil de tolk niet zien, ja dan valt webcam tolken en tolken ter plaatse al weg en dan blijf je alleen maar over met telefoontolken. Graag de volgende slide. Alors, en ce qui concerne les aspects pratiques, donc la question est toujours de se dire, tiens, combien de temps est-ce que je dois m'y prendre à l'avance quand je veux faire appel à un ou une interprète. Donc on a repris ça dans un petit tableau. Bon, vous en faites pas, hein, je pense qu'on vous transmettra le PowerPoint, hein, on le présente un petit peu en accéléré, mais je pense que vous le recevrez également par email. Ça vous permettra de revoir tout ça plus dans le détail. Alors on prévoit toujours au moins 2 jours ouvrables à l'avance pour les déplacements. Il faut savoir que ça varie selon la langue, hein, c'est ce qu'on indique ici, parce que c'est vrai qu'il y a des langues qui sont fort demandées, comme notamment l'arabe. Et alors, je l'expliquais, on a eu cet échange au sein de mon groupe, hein, la langue, c'est une chose, et je pense que Mariana y faisait allusion aussi, la nationalité, c'en est une autre. Ça peut donner des indications supplémentaires pour savoir quelle variété d'une langue peut être nécessaire pour l'intervention. Donc on conseille toujours, lors de la prise de la demande, de transmettre les informations sur la langue et la nationalité de la personne. C'est notamment vrai pour l'arabe, mais ça peut l'être pour d'autres langues. Et donc, voilà, on a aussi repris en fait l'ensemble des informations qui sont utiles et qui varient relativement peu. Alors, vous voyez, pour les prestations par déplacement, on prévoit à l'avance. Pour le téléphone, en revanche, on peut faire ça immédiatement. Donc, on appelle nos services respectifs et donc, à ce moment-là, vous avez un opérateur ou une opératrice qui va vous dire directement si vous pouvez avoir quelqu'un en ligne dans la langue que vous demandez ou pas. En ce qui concerne la visioconférence, ça c'est variable en fait. C'est vraiment en fonction de la langue dans laquelle vous allez avoir besoin. On va peut-être avoir quelqu'un disponible assez rapidement, mais généralement on prévoit que ce sera possible dans la journée ou le jour suivant. C'est des délais plus courts que pour le déplacement. Le déplacement, vous vous en doutez, ça suppose aussi un temps plus long puisqu'il faut se rendre sur place et il faut se rendre à la prestation suivante par la suite. Hein, donc c'est ça qui complique un peu les choses. Enfin, pour les traductions écrites, voilà, les traductions écrites, comme je le disais en introduction, nous en faisons, mais les délais pour remettre une traduction écrite varient selon la langue, selon le type de prestation, selon la longueur de la traduction, et donc c'est vrai que ça peut vraiment varier. Donc là, on vous invite plutôt à envoyer un mail pour avoir un devis, et donc le mieux, c'est d'envoyer le document à traduire, comme ça permet déjà d'être fixé sur notre capacité à répondre à votre demande dans les délais souhaités ou non. Voilà, je repasse la parole à Vanessa. Oké, dankjewel. Nu, wat is eigenlijk de taak van een tolk? De tolk die heeft ook beroepsgeheim. En net zoals jullie heeft u beroepsgeheim. Die gaat dat ook aan het begin van het gesprek gaat die dat zeker duiden naar jullie toe, maar ook naar de patiënt toe, om die patiënt al op die manier gerust te stellen. De tolk wordt ingeschakeld tweede lijns. Die wordt ingeschakeld vanuit een tolkendienst en wij als tolkendiensten, wij werken ook voor diensten, dus tweede lijns. Dus op vraag van een dienst kunnen wij een tolk leveren, op vraag van een patiënt kunnen wij geen tolk aanbieden. Dus ja, de tolk zit in driehoeksverhouding, zeggen wij. Dus eigenlijk het gesprek gaat tussen jou en de patiënt en die tolk die is erbij om te tolken, maar ook niet meer. Het is waar, die is er aanwezig, maar laat het gesprek maar rechtstreeks met jouw patiënt verlopen. En voer een rechtstreeks gesprek alsof die met het idee van ja, die patiënt die begrijpt hier wel wat ik zeg. De tolk kan, doordat hij de 2 talen kent en
heel vaak ook beide culturen kent, de context kent, ervaring heeft, kan die een soort van relais cultureel spelen. Dit staat nu schuin gedrukt om een bepaalde reden, omdat daar de visie tussen Brussel Onthaal, Brussel Accueil en CETIS enigszins anders is. Wij bij Brussel Onthaal, Brussel Accueil hebben de visie van je tolkt alleen maar en je hebt het niet over de cultuur en de culturele verschillen. Bij CETIS heeft de tolk wel de vrijheid om bepaalde culturele aspecten te kaderen als hij merkt dat de communicatie vastloopt. De tolk is transparant. Transparantie is belangrijk. Wat bedoelen wij met transparantie? Zodra een tolk moet tussenkomen, een vraag stellen, dat hij dat duidelijk maakt in beide talen. Stel dat hij een patiënt vraagt van kan je het nog eens herhalen, wat bedoel je juist? Dan gaat hij terugkoppelen naar die hulpverlener toe van kijk, ik heb net even aan de patiënt gevraagd of dat hij dat even voor mij kon verduidelijken. Zodat je eigenlijk als hulpverlener en ook als patiënt constant een duidelijk idee hebt van wat er zich afspeelt. Volgende slide. Alors, tous les interprètes de nos institutions respectives souscrivent à un code de déontologie, donc le code de déontologie de l'interprète en milieu social, qui est basé sur des piliers fondamentaux. Hein, et donc, ça fait le lien avec la mission la mission de l'interprète que Vanessa vient de commenter. Et donc, effectivement, l'interprète est soumis au devoir de discrétion et de confidentialité. Il doit effectivement respecter ces éléments, de même que la restitution objective, intégrale et fidèle des messages. Mais on parle bien de messages, hein, de transmission de sens, puisqu'il est techniquement impossible de retransmettre mot à mot exactement d'une langue à l'autre, à plus forte raison si ces langues, comme l'expliquait Hans lors de sa présentation, si ces langues sont éloignées l'une de l'autre, on doit avoir affaire à des concepts sémantiques qui peuvent être parfois éloignés. En tout cas, la restitution doit être objective, intégrale et fidèle, et être donc fidèle au message initial. Hein. On ne peut pas altérer le contenu de l'information qui doit être transmise. De la même manière, l'interprète répond à un cadre de non-intervention, de non-ingérence. Hein. Donc on parle aussi de neutralité, c'est-à-dire que sa participation ne va pas être outre les besoins de communication des parties en présence en matière linguistique ou, comme l'expliquait Vanessa, pour le CETIS Bruxelles, en matière culturelle, toujours avec l'accord des parties en présence. Enfin, la question de l'impartialité, c'est évident que l'interprète, de par sa fonction, ne peut pas rejoindre la cause ou les intérêts d'une des parties en présence. Donc, on s'attend généralement, hein, la crainte, lorsqu'on n'a jamais fait appel à un interprète, c'est de se dire, oui, mais il partage peut-être des codes culturels et une origine commune avec la personne que je vais recevoir. Eh bien, l'interprète, en se soumettant au code de déontologie, il fait abstraction de ces éléments et à l'inverse, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il soutienne une politique ou ce qu'il abonde dans le sens d'une volonté institutionnelle que vous allez essayer de défendre. Il va se contenter de retransmettre les messages que vous chercher à faire passer, et donc c'est là où on parle effectivement d'impartialité. Donc l'interprète agit pour l'intérêt commun. Oké. En dan, ja, de laatste slides zijn gewoon onze contactgegevens. We kunnen onmogelijk alles toelichten, maar hier heb je onze contactgegevens. Ga zeker eens naar de website kijken. Heb je een bepaalde vraag, kan je ons altijd via mail of telefonisch bereiken. Nicolas? Oui. Le même contact pour nous, hein, la même fiche contact. Donc, si vous êtes déjà utilisateur, vous pouvez nous contacter par email, par téléphone ou par fax. Alors, je sais que c'est plus dans l'air du temps, mais on a encore un fax qui fonctionne. Et si vous n'êtes pas encore utilisateur, eh bien, je vous invite à me contacter, relations au pluriel, .extérieur, @cetisbxl.be pour une prise de contact et une inscription, en sachant que voilà, les coûts peuvent varier, hein, comme cela a été expliqué dans la présentation de Vera préalablement. Et donc,
n'hésitez pas à me contacter pour avoir plus d'informations sur notre mode de fonctionnement et les tarifs éventuels auxquels vous seriez soumis. Voilà, je pense que nous avons fait au plus vite. Oui, très bien. Nicolas et Vanessa, ça nous a fait entrer dans votre monde et où vous êtes fort sollicités, comme j'ai compris de vos réponses concernant les demandes annuelles. Est-ce que, Jessie, c'est toi qui vas essayer de... Oui, je vais juste revenir 2 petites secondes. Eh bien, j'ai pris bien note des petites corrections à faire dans les diaporamas, notamment pour le numéro du foyer et d'autres outils à ajouter. Et tous les participants les recevront dans les jours qui viennent par mail. Alors, c'est le moment pour les questions-réponses. Alors, je pense que Catherine Bosman avait une question. Mais je ne sais pas si c'est toujours le cas. Mais Jessie, j'ai en fait baissé ma main parce que la deuxième slide que Nicolas a présentée y a répondu. Donc, je revenais sur l'importance des questions de neutralité et d'impartialité dans les échanges et que, évidemment, tous les aspects politiques, religieux, philosophiques et autres ne peuvent pas du tout entrer en ligne de compte voilà, lorsqu'on fait appel à des médiateurs interculturels ou des interprètes. Mais voilà, il a présenté la deuxième slide, donc il a répondu à ce que je voulais souligner. Merci. Super, alors je vais peut-être laisser la place à mes collègues néerlandophones pour prononcer avec plus de justesse les questions en néerlandais. Leen ou Esther? Ja. Ik zal even overlopen. Ik heb gezien dat Louis ook een aantal interessante vragen in de chat heeft gezet, namelijk over het aantal interventies die er zijn geweest in het voorbije jaar. Ik zie voor CETIS dat toch een 27.000 prestaties zijn geweest en voor Brussel Onthaal, Brussel Accueil een 35.000 en dat het ook jaarlijks blijft stijgen. Ik zie ook dat Anne Slabbaert een interessante vraag heeft, namelijk of dat er ook een verschil is tussen de diensten en welke diensten het vaakst tolken oproepen. Ja, ik had daar kort geantwoord en dat zijn de sectoren natuurlijk die we getoond hebben tijdens de presentatie die op ons een beroep doen. Het vaakst bij ons, de top 3 of de top 5, hoe je het wil noemen, zijn de opvangcentra, dus de sector van asiel, maar niet enkel opvangcentra, ook de voogden doen heel vaak beroep op ons. De ziekenhuizen natuurlijk, ik denk op kop staat Brug van ziekenhuis dan toch wel. Geestelijke gezondheidszorg, dus Solentra, de CGG's in Brussel en de CAW's, die lopen op kop. Ik zie dan apotheek, zie je van daar gebeurt dat niet. Ik denk dat je daar vooral met het probleem zit, ja, die persoon staat aan de balie, die moet geholpen worden. Het tijdsaspect gaat daar een enorme rol spelen. Je zou kunnen proberen via telefoontolken. Is dat voor een taal als Arabisch, dan kun je al heel snel iemand geven. Is dat voor een taal Tigrinya, dan duurt dat op dit moment soms wel iets langer. En dan ga je misschien 5 à 10 minuten moeten wachten vooraleer je een tolk hebt die kan tolken. Dus ik denk praktisch gezien gaat dat niet altijd evident zijn. Het is een mogelijkheid, ik zie telefoontolken daar werken. Is niet zo gemakkelijk. Misschien als je documenten toont of zo, of uitleg toont, of uitleg die je vaak moet geven, dat je eens kan voor kiezen om dat te laten vertalen. Dan heb je tenminste wel schriftelijk vertaald. Als die persoon dat niet kan lezen, dat is natuurlijk op dat moment wel een probleem. Maar wat wij in het kader van een project een tweetal jaar terug gedaan hebben, zijn opnames maken. Dus video's maken of gewoon een audio-opname dat je het kan laten horen. Dus ik weet niet of dat een oplossing kan zijn. Ja. Hamida? Ja, we hebben niet zoveel interventies, gewoon omdat wij ook al met 11 bemiddelaars hebben. Maar wij merken ook het feit dat wij ook gezondheidsvoorlichtingen geven, dat duurt al 2 of 3 uur. Het feit dat wij ook detacheringen doen, dat zijn ook wel interventies op zich, maar dat zijn interventies ook tijdens overleg. Als we een overleg moeten plannen, dat zijn interventies die 2 of 3 uur nemen. En dat maakt ook dat je dan ook, en we merken dat door de jaren heen al, dat er meer en meer de interventies ook langer duren. Dat de situaties complexer worden. En dat wilde ik toch wel meegeven. Wij vragen €15 per uur en €4 bijkomend uur. Wij doen dan aan detachering van bemiddelaars. Bijvoorbeeld op een consultatiebureau staat er elke woensdag een Roemeense bemiddelaar. Bij kind en gezin bijvoorbeeld. Ook naar de ziekenhuizen toe doen we dit.
En, ja, en dan kun je de interventies ook niet vergelijken met andere diensten, de aantallen. Oké, bedankt. Zie je nog vragen die moeten beantwoord worden? Il y a encore des questions à répondre? Ik zie net eentje binnenkomen. De vraag is wie betaalt de tolken? Oui, oui, j'avais vu passer cette question d'ailleurs, et donc c'est vrai que c'est très important d'y répondre. Je ne sais pas si quelqu'un me contredira auprès des autres opérateurs, mais en ce qui concerne le CETIS Bruxelles, il est prévu que ce soit l'institution qui prenne en charge les frais d'intervention et pas le patient. Pour nous, c'est très important en fait. Voilà, il faut que ce soit un service gratuit pour le patient. Nee. Ja, ik heb gemerkt dat het voorkomt dat ziekenhuizen proberen om geld te vragen voor bemiddelaars die door ons gefinancierd worden. Dus die in principe gratis zouden moeten zijn, die kosten aan het ziekenhuis niks. Als wij dat te weten komen, dan nemen wij onmiddellijk contact op met het ziekenhuis en zeggen dat we de subsidie meteen zullen stoppen als ze dat verder doen. En dan komen ze van die werkwijze wel terug. Maar ik heb gemerkt dat sommige instellingen het proberen. Wat ik een heel kwalijke ontwikkeling vind. Maar het blijft toch een probleem, want ik zie dat ze toch proberen door te geven, ook nog altijd in het ziekenhuis. Maar ook sommige diensten hebben gewoon geen subsidies om ons te betalen. En dan zoeken ze gewoon andere mogelijkheden, gewoon omdat ze krijgen daar ook geen budget voor. En dan gaan ze ook altijd meestal eerst zien binnen hun diensten. En ik heb dan ook aangeraden om die mensen binnen hun diensten ook toch maar een vorming te geven, voor zoveel mogelijk, vooral als het hulpverleners gaat, dan kennen ze wel de medische woorden. Als je iemand van de kuisploeg laat komen, dat ze toch een bepaalde deontologische kaders scheppen voor de mensen binnen het ziekenhuis zelf bijvoorbeeld, of in de andere instellingen. Daar is toch ergens een verschil, want bij Hans Rep, dat was een gratis dienst en bij jullie niet. Je kunt dat niet vergelijken. Dat klopt. Ja, dat klopt. Maar ik weet wel in een ziekenhuis, de patiënten die liggen in het ziekenhuis, dat is gratis. Maar de consultatiediensten binnen de ziekenhuizen, daar wordt dat aan de patiënten berekend. Waar, Hamida, voor onze bemiddelaars? Ik ken 1 geval in Brussel. Ja. Maar anders moet je maar eens een mail sturen, want wij reageren daar altijd op. Ja. Ja. Na de consultatiediensten sturen ze de facturen, het staat er op de factuur van de patiënten. Voor bemiddelaars die door ons gefinancierd worden? Ja, niet door ons. Dat is ook altijd heel dubbelzinnig, Hans, want onze bemiddelaars gaan ook naar daar, de tolkendiensten gaan ook naar daar. En hoe ga jij weten dat welke prestatie wordt gegeven van een bemiddelaar? Want ze doen ook beroep, niet alleen naar jullie bemiddelaars toe, maar ook onze bemiddelaars. En dan Brussel Onthaal, CETIS. En als het dan doorrekenen, gaat je nooit weten of dat het jullie bemiddelaars zijn of andere bemiddelaars of tolken. Maar ik wil gerust nog eens daar een gesprek met jullie. Laten we dat doen, want ik vind het wel belangrijk. Als het voor onze diensten zou zijn, dan reageren wij altijd. Ja. Als we dat achterhalen. Ja. Bedankt. Nog vragen die er liggen? Geen meer, anders zou ik toch u allemaal willen bedanken om vooral de groep die het voorbereid heeft, zou ik zeggen. Jessie, Alfredo, Esther, Leen, ook Christine en Doreen voor dit fantastische werk. En dan alle sprekers en spreeksters. J'aimerais donc associer tout le monde qui a préparé cela. Et ce qui est vraiment bien, c'est que dans ces temps souvent de division et de soi-disant particularités, on arrive à Bruxelles à réunir toutes les organisations qui s'occupent sur le terrain pour le patient, pour améliorer la qualité de la communication et des soins. Ça me touche vraiment et j'en suis très reconnaissant à vous tous. En même temps, j'entendais nommer des organisations comme Lire Écrire, comme
comme Optée Kanker, comme je pense aussi à Culture et Santé, toutes les organisations, il y a beaucoup plus que ceux-là qui se manifestent sur le terrain et qui sont là pour aider les soignants. Je dirais que c'était une soirée dans l'écoute, comme il se faut, dans la communication, dans l'écoute et dans la bienveillance. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat we naar elkaar toe een positief vooroordeel blijven behouden. En dat we misschien in doog houden het volgende. Als jij in het volgende 2 jaar, als er wat minder COVID is, in Saigon ziek wordt en je plots buikpijn hebt en je moet in een hospitaal terechtkomen en waar er niemand Engels spreekt, dan kan je best voorstellen hoe de gemiddelde patiënt die op ons beroep doet zich voelt of zich kan voelen. En dus door telkens in de huid te kruipen van die patiënt-cliënt komen we of blijven we in een ethische houding die volledig beantwoordt aan onze roeping, zou ik zeggen, als zorgverlener. Dus van harte bedankt voor aanwezig zijn. Wij houden u op de hoogte van de volgende workshops. En wij zullen ook vanuit de equipe Bruzano en Bruxelles wensen wij allemaal voor jullie een heel goed jaar, met wat minder zorgen dan vorig jaar. En met het motto zou ik zeggen, wij geven niet op. On continue et ensemble on arrivera un peu plus loin. Bonne soirée. Goedenavond. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci. Merci, bonne soirée. Bedankt Hans. Bonne soirée.